le business développeur est pas prêt de se faire remplacer par une IA. Il est un tour Facebook aussi où j'ai bossé pendant plus d'1 an. J'ai travaillé pendant 10 ans dans la sécurité privée, gouvernementale et corporation. J'étais habilité secret défense, je travaillais sur des sites à plusieurs hectares sensibles du gouvernement. J'ai donné les faux papiers aux espions français, j'ai fait du transport de diamants en incognito pour des grandes marques aussi dans la... What's up tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec Jordi Bayo. Aujourd'hui j'ai un autre invité spécial qui est tout simplement Nizar, un invité très particulier. On va discuter de pas mal de choses, que ce soit dans le côté art martial, développement personnel, confiance en soi, informatique, intelligence artificielle, les femmes, la vie, le social. Donc on va discuter de pas mal de choses. Je pense que là déjà on était en train de discuter, on a eu l'idée de dire ok, on va faire une vidéo pour pouvoir voilà, sacraliser cet instant assez spécial. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas Nizar, déjà est-ce que tu peux te présenter? Ok, je vais me présenter, je vais essayer de faire très bref. Je m'appelle Nizar et j'ai travaillé pendant 10 ans dans la sécurité privée, gouvernementale et corporation. Plutôt pour des grosses boîtes, plutôt pour des belles boîtes. Je voulais me faire un CV et comprendre les différents leviers du pouvoir. Donc j'ai un peu fait le tour. Tout ce qui est Paris-Île-de-France, j'étais habilité secret défense. Je travaillais sur des sites à plusieurs hectares sensibles du gouvernement. J'ai donné les faux papiers aux espions français. J'ai fait du transport de diamants en incognito pour des grandes marques aussi dans la joaillerie. J'ai travaillé pour l'ambassade de Singapour, j'ai travaillé au musée d'Orsay au Louvre. J'ai travaillé dans des bunkers d'œuvres d'art où j'ai protégé le patrimoine français, des vêtements de Napoléon par exemple que j'ai touché de mes mains, moi ils m'ont autorisé, je l'ai fait. Ou bien les peintures de Picasso ou autres. Bon, en gros, voilà, j'ai fait tout un tour. Facebook aussi, où j'ai bossé pendant plus d'1 an. Ils voulaient que je devienne directeur 2 ou 3 fois, ils m'ont demandé et j'ai refusé à chaque fois, parce que bon, c'est une autre histoire. Côté défense, c'est ça? Côté défense, non, ça c'était pour Facebook. Oui, Facebook, là, tu bossais comme quoi? Bah, j'étais agent de sécurité confirmé. Agent de sécurité, ok. Au siège directement, ils ont un siège à Bourse. Ok. Et donc ouais, j'étais dans le bâtiment et donc je connais par cœur les toits, les salles de... Franchement c'est secret. On va pas en parler pour éviter les problèmes, mais voilà, c'est cool en fait. Comme je disais au début à l'introduction, je pense que tu as un parcours de ouf. Merci. Je pense que ça m'a très vite marqué. Tu as fait pas mal de choses quand même, c'est assez intéressant. Du coup moi-même je ne sais pas par quoi on va commencer. Du coup, il y a pas mal de sujets sur la table, vu que tu t'es déjà présenté. Et aujourd'hui, concrètement, tu fais quoi? C'est quoi tes nouveaux objectifs? Alors, pendant toutes ces années, je vais prendre 30 secondes pour répondre. Okay. Pendant toutes ces années, j'ai étudié la sagesse et les différents leviers du pouvoir et toutes les énormément de différentes compétences finalement, et surtout de connaissances. Ouais. Donc, je suis un généraliste, on va dire. Au niveau des connaissances. Maintenant, j'ai beaucoup travaillé dans la sécu et j'ai été passionné d'arts martiaux. Donc, une fois qu'on a compris le pouvoir, on veut en avoir, toute logique. J'en ai suffisamment dans d'autres domaines. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la finance, c'est le chaînon manquant à tout ce que j'ai fait. Et même si je me débrouille bien, je veux aller plus loin, beaucoup plus loin, pour des objectifs personnel pour donner un coup de main, donc c'est normal qu'on ait besoin de ressources pour avancer. Et maintenant donc je me suis reconverti après mon retour de voyage en Asie et puis à Rouen où j'ai passé 1 an. Je me suis reconverti je suis allé dans un bootcamp dans une école qui est spécialisée dans les transitions du coup professionnelles. Et leur spécialisation c'est business développeur, à savoir commercial, on va dire commercial 3.0, on va le dire comme ça, donc qui allie à la fois les compétences commerciales, c'est-à-dire humaines, et en même temps numériques, donc avec toutes les dernières technologies, et surtout l'utilisation de la data en ligne,
Et voilà, j'ai fait 3 mois là-bas en bootcamp. Ça s'est plutôt bien passé. C'était intense. Je me suis vraiment beaucoup amusé. Je peux rentrer, je pourrais en parler plus profondément si tu le souhaites. Et après avoir gagné le dernier challenge dans cette école avec mon équipe, cool, pour une boîte où j'ai travaillé à la station F. Donc station F, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'un des plus gros incubateurs du monde. Et c'est un gigantesque bâtiment pas loin de Bibliothèque François Mitterrand, où il y a des entreprises, des startups, mais aussi des très grosses boîtes. Et c'est un endroit qui est spécifiquement, on va dire, qui a pour objectif de faire en sorte de développer des innovations, des nouvelles idées, des nouvelles startups. Voilà, ce genre de choses-là. Donc j'ai passé un mois. C'est un peu comme Y Combinator, tu connais? Et c'est un incubateur, voilà. Exactement, tout ce qui est incubateur, accélérateur, tout ça, pour ceux qui connaissent. Et donc ouais, j'étais à l'école Rocket School, pour ceux qui connaissent pas, mais c'est vraiment c'est la plus connue des écoles de transition pour passer en commercial. Et maintenant, je suis business développeur grand compte. Donc, en fait, est-ce qu'on peut concrètement dire c'est quoi un business développeur grand compte? Bien sûr. Alors, un business développeur, c'est quoi? C'est un commercial 3.0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme je l'ai dit il y a un instant, c'est un commercial qui a à la fois les compétences humaines de persuasion et aussi de proposition de valeur pour montrer la proposition de valeur de son entreprise envers une autre entité, pour faire en sorte de créer du coup un contrat. Et en général, c'est à ce moment-là que lui, il touche des performances. D'accord ? Donc, il fut un temps, le métier de commercial, il était assez mal vu, parce que c'était souvent des personnes qui voulaient faire un maximum de performances, donc un maximum d'argent pour leurs pommes. Sauf que maintenant, au jour d'aujourd'hui, avec LinkedIn et avec tous les réseaux sociaux, le moindre commercial qui a vraiment trop les crocs et qui ne qualifie pas un client, c'est-à-dire qui ne vérifie pas qu'un client a véritablement un besoin pour sa proposition et qui est plus dans l'escroquerie, va très rapidement se faire cibler, se faire allumer, et sa réputation va partir en cacahuète et voilà. Et donc c'est un commercial qui est à la fois dans la négociation, aller chercher des clients, cold calling, mail, tout ça, les classiques et les contrats, et d'un côté humainement, et d'un autre côté dans l'utilisation des outils numériques, à savoir les IA, le multicanal, les réseaux sociaux. Il y a une partie automatisation pour faciliter le métier, pour frapper beaucoup plus fort et faire plus de volume. Voilà. En gros, l'objectif, c'est quoi? C'est business développeur, développer le business. Pas simplement. Et en plus, il y a business développeur. Aujourd'hui, on voit beaucoup plus ça dans les entreprises IT. Alors là, une tonne. Pour information, business développeur, c'est le métier qui a été le plus recherché sur LinkedIn pour l'année 2022. D'accord? Donc moi, c'est pas pour rien que je suis allé chercher ce métier-là. En fait, j'ai fait mon étude de marché en amont. Et j'ai défini que les métiers qui me correspondaient le plus, c'était donc business développeur et technico-commercial. Après avoir étudié un peu le sujet, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus facile de devenir business développeur que technico-commercial, qui réclamait plus d'études, plus d'études, on va dire comme ça. Donc ça mettait plus de temps pour se lancer. Alors que business développeur, ça peut être très rapide. C'est beaucoup plus à la compétence, à la performance. Un simple petit bootcamp de quelques semaines suffirait à vous lancer. Comme tu as dit, tu as fait un bootcamp de 3 mois. Mais déjà, il faut quand même mentionner qu'il y a ton talent personnel qui joue beaucoup. Parce que je pense pas que tout le monde forcément a la capacité de facilement parler, aborder des clients. C'est vrai que peut-être c'est ce que vous apprenez, mais je me dis qu'il y a aussi en 3 mois quand même. Je te le confirme, c'est vrai qu'ils l'ont dit, donc c'est une bonne occasion pour me la jouer. Un business développeur doit avoir comme personnalité et comme envie le fait d'aller vers les gens. Donc c'est vraiment un attaquant, c'est vraiment quelqu'un qui est à l'attaque. Donc si vous avez du mal à aller vers les gens, devenez pas business développeur, parce que c'est quasiment que ça. Il faut vraiment être un attaquant. Maintenant, être un attaquant, ça veut pas dire un bourrin, ça veut pas dire une brute. Les humains, il faut les traiter d'une certaine manière. Donc ça réclame aussi un certain calibrage social. Voilà, pour répondre à ta question, merci beaucoup. Effectivement, ouais. Alors, là on a parlé boulot, on a parlé de ton truc de business développeur, là, c'est assez intéressant. Mais après, un business développeur, c'est intéressant de voir aussi combien ça gagne, un business développeur. Ça gagne bien. À savoir que pour l'instant, moi, je viens juste de finir mon bootcamp.
je suis en alternance, mais je reçois déjà des offres bon, je suis en alternance au Marais pour une magnifique boîte d'ailleurs. C'est notre histoire. Mais on va pas parler de ton salaire, non, on va juste parler des marges, comment... Alors je vous le dis tout de suite, hein, si je quitte mon alternance immédiatement, je peux très facilement me faire 65 000 par an. Okay. Tout de suite, okay, avec très peu d'expérience. Un business développeur qui a une bonne expérience, qui assure bien, qui a même quelques mois, même un an d'expérience, il est plus du tout en junior, il est automatiquement un véritable business développeur. Et il peut... S'il est bon, s'il a des chiffres pour le prouver, et normalement tout business développeur les a, les chiffres pour le prouver, les performances, il peut facilement aller chercher les 70 000. Ouais. Maintenant, s'il est très bon, les 100K sont à portée de main. En général, les 100K, c'est après plusieurs années, mais il ne faut pas se laisser décourager, il ne faut pas se laisser avoir par ce que forcément le marché nous dit. Si vous savez que vous êtes bon, et automatiquement vous allez savoir que vous allez être bon, parce que vous allez faire du chiffre, c'est aussi simple que ça. Vous pouvez très facilement aller chercher 80, 100K, voire même plus. Il y en a qui touchent des sommes impressionnantes. Ouais. Encore plus à l'étranger d'ailleurs. Bah, c'est ouf. C'est ouf. Mais après, je me dis forcément, tu vois, gagner 70K, c'est pas mal, mais c'est pas si ouf que ça. En fait, c'est bien. Si jamais c'était pas à la base ton corps de métier. Par exemple, pour quelqu'un qui a fait des études en économie, puis qui connaît, j'espère, pour information, ce que j'ai parlé à pas mal de personnes qui sont en études en tant que commercial et qui savent pas la moitié de ce que je fais. Au niveau numérique, au niveau de l'IA, au niveau du multicanal, donc réseau social et autres, mailing, téléphonique, le tout en même temps, ils comprennent pas ce que je dis. Hein. Donc comme tu vois, déjà il y a un gap, déjà. Pas tous, il y en a qui sont très bons. Maintenant, si vous êtes bon, si vous suivez l'ère du temps et tous les outils en place, et qu'en plus ça fait partie de votre cursus ou bien de votre historique, vous avez été avant dans le commerce d'une manière ou d'une autre, vous pouvez très bien taper plus haut, plus fort immédiatement. Rien n'empêche. Bah toi tu sais, moi j'ai une grosse passion pour tout ce qui est tout ce qui est gagner de l'argent en ligne. Globalement c'est tout ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a pas mal d'opportunités sur internet, désolé si je mange. Mets-toi à l'aise, moi je prends le saucisson. Il y a pas mal d'opportunités sur internet aujourd'hui. Est-ce que toi tu penses que un business développeur qui est par exemple, je sais pas, en Asie ou en Afrique, peut vraiment, je sais pas, gagner un tel montant, disons 70 000 même par an, étant en Afrique ou en Asie, et arrive à contacter des boîtes, des clients de ce côté. Est-ce que c'est faisable pour toi? Tu as des cas, tu as des use cases, des personnes que tu connais? La question c'est digital nomade ou pas? Ok, alors digital nomade, oui. Oui, parce qu'en fait, en fait, 99%, normalement, un business développeur, 99,9% du temps, vous êtes à distance par rapport au client. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller le voir, sauf si le client demande spécifiquement que vous allez le voir. Si jamais c'est un contrat qui vaut le coup, allez le voir, il n'y a pas de problème. Mais normalement, vous n'avez pas besoin de vous déplacer, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que vous pouvez très bien le faire de manière délocalisée. Okay. Toutes les stratégies mises en place, tous les faits d'aller chercher de la clientèle, d'aller faire de la négociation, les appels et même les contrats. De nos jours, il n'y a plus forcément besoin d'être face à face pour faire les choses. Et cette vidéo le prouve d'ailleurs. Et donc oui, pour répondre à ta question, bien sûr qu'il y a moyen de devenir digital nomade. Par contre, juste une chose qu'il faut savoir, c'est que je ne sais pas forcément si c'est l'idéal de commencer par immédiatement du distanciel. Il vaut peut-être mieux au début, en tout cas si on n'est pas casse-cou, de commencer dans une boîte, d'être sur place, de voir les autres business développeurs, les autres commerciaux, ainsi que votre CEO, comment ils s'expriment, comment ils font les choses, comment ils gèrent les outils en face de vous au fur et à mesure, jour après jour, pour vous donner une véritable idée, une véritable sensation de comment se font les choses. Et une fois que vous êtes à l'aise, pas de problème. Si par contre vous êtes courageux, et que vous êtes du genre à être un véritable autodidacte, même dans l'action, à ce moment-là, vous pouvez le faire tout de suite. Ça ne pense pas que ça me semble pas du tout impossible. Par contre, c'est mieux pour le CV. Par contre, si vous avez déjà des boîtes, avant de se mettre en freelance, avant d'être en digital nomade à distance, je sais qu'il y en a par exemple qui sont sur une île pas loin du Portugal. Une île qui est connue pour avoir beaucoup de digital nomades dessus. Je ne sais pas si tu connais cette île-là. Elle est super connue. On essaiera de la retrouver pour la prochaine vidéo. Tu commenceras ta vidéo. Yes. Une île pour les digital nomades pas loin du Portugal. Ça se trouve, je connais. Tu tapes Portugal, digital nomade. Normalement, tu devrais tomber dessus assez rapidement. Et donc Madère, c'est ça? Faut voir.
Digital nomade. Exactement, le Digital Village, le Digital Nomad Village à Madère, bah voilà, c'est ça. C'est donc une île qui s'est carrément créée, et le concept, c'est uniquement des digital nomades qui viennent sur place. Et donc vous avez des personnes de tous les pays qui travaillent à distance sur leurs ordinateurs, chacun d'entre eux. C'est un mini Dubaï, quoi. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça tout à fait. Et donc voilà, digital nomade. Ils ont mis en place toutes les restrictions. Tout ce qu'il faut. Ah ouais, t'es vraiment à l'aise. Et justement, vous pouvez aller voir si vous voulez quelques petits documentaires. J'en ai vu un ou deux pendant quelques minutes. Il y a des personnes, à la base, leur métier, il n'est pas forcément digital nomade. Il vous permet pas de le faire à distance. Mais eux, ils en ont parlé avec leur patron. Ils ont dit voilà, ça fait je sais pas 1 an que je travaille pour toi, 1 an et demi, 2 ans que je travaille pour toi. Moi je sens que je serais beaucoup plus à l'aise dans ma vie et beaucoup plus efficace si j'étais dans un style de vie qui me correspondait mieux. Ouais. Et qu'est-ce que t'en penses que j'y aille, qu'on tente le coup pendant 1 mois, 2 mois, voir ce qui se passe au niveau performance, et si ça convient, ben c'est bon. Donc il y a moyen de devenir digital nomade même quand vous y pensez pas forcément. Maintenant il faut avoir peut-être la confiance du boss. Ou bien, il faut avoir les compétences pour continuer à faire votre freelancing au fur et à mesure. Faisable, voilà, très faisable en tout cas, très faisable. Je comprends. Je comprends. Mais est-ce que là, je veux qu'on parle de ce que tu fais là actuellement. Alors, mon style de vie, c'est-à-dire? Ou ce que je fais professionnellement? Je vais dire... ton style de vie. Waouh. Ouais. Ok, mon style de vie. Déjà, premièrement, au niveau du style de vie, il faudrait que je me rase et que je me coupe les cheveux. Mais il y a une bonne raison à ça. C'est qu'en fait, je suis très peu chez moi. Je dors entre 2 heures et 5 heures par nuit. Je fais du sport cette semaine un peu moins, mais en temps normal, on a une séance après, dans 1 heure. Normalement, je fais du sport entre 2 heures et 4 heures quasiment tous les jours. Notamment des arts martiaux et du conditioning. Et en plus, j'ai mon day job commercial grand compte au Marais dans un joli coworking, très sympatoche, un endroit où je peux me faire des chocolats chauds de temps en temps, qui me prend toute la journée. Et en plus, à côté de ça, j'ai des opportunités pour faire de l'argent en parallèle que je commence à mettre en place avec des amis, des collègues et autres. Donc ça fait quand même pas mal. Ouais. Donc on va dire au niveau du style de vie, c'est très intense. C'est fatigant physiquement. Par contre, c'est mentalement et au niveau des émotions, c'est génial parce qu'on passe son temps à s'exprimer en fait. Ouais. On passe son temps à s'exprimer comme un artiste. Et je trouve que c'est très enrichissant. Et mes journées, en fait, pour faire simple, pour être franchement honnête, une journée maintenant pour moi, c'est l'équivalent de 2 semaines pour moi il y a 1 an. Ah ouais. Par rapport à tout ce qui se passe. Il se passe beaucoup de choses. Mais toi, t'as une vie de ouf parce que chaque jour, en fait, tu vis des trucs incroyables. Ouais, merci. Ouais. Chaque jour, tu fais des trucs mais de dingue. C'est-à-dire, en une journée, ce que tu es capable de faire, c'est ouf. Toi, tu profites bien, tu fais des trucs bien. C'est génial, franchement, ça plaît. Merci. J'ai une philosophie pour ça que j'ai développée au fur et à mesure des années, parce que j'ai pas dit, mais j'ai presque 35 ans. Ouais, c'est ça même pas. Merci. J'ai presque 35 ans. En fait, ma philosophie toute simple, pour les plus jeunes, peut-être qui nous écoutent, et même pour les plus vieux qui veulent simplement partager nos forces, il n'y a pas de honte, c'est que je vis comme si j'allais mourir dans 10 secondes. Mais avec comme optique d'aller vers mon rêve et vers ma mission sur cette terre, c'est-à-dire l'objectif pour lequel je suis né. Vous voyez donc toi, tu connais ton objectif. Ouais, je sais pourquoi je suis né, oui, je sais. C'est fou. Tu peux donner des petits conseils. Prier. Alors, même pour les personnes qui ne sont pas forcément hyper religieuses, il n'y a pas de problème, je suis très ouvert d'esprit. En fait, la prière, faut le voir comme une méditation. Si jamais vous n'êtes pas trop spirituel, mais en fait c'est les deux, ça revient au même. C'est le même mot dit d'une manière scientifique ou dit d'une manière religieuse. Ce que ça permet très rapidement, pour pas trop parler de ça, ce que ça permet, c'est qu'en fait j'ai étudié les plus grands hommes de l'histoire ont prié, d'accord, que ce soit De Gaulle, Tesla. Les plus grands. Vous pouvez aller les chercher, ils ont quasiment tous prié. Et ça permet de se recentrer sur soi-même, de redéfinir ses priorités, de calmer ses émotions, ok,
de pouvoir définir qu'est-ce qu'il faut faire, à quel moment. En fait, ça permet véritablement de faire comme de jeter les poubelles dans son esprit, dans son cœur et dans son instinct, dans les 3 dimensions dans lesquelles on vit constamment. Donc le concept, l'émotion pour le cœur et pour l'instinct, du coup l'instinctif, donc tout ce qui est peur et courage et reproduction et autres, nourriture et autres. Et donc en fait ça permet de réaligner tout ça et de faire un peu le ménage et de se restructurer par rapport à comment l'univers fonctionne. Et donc méditer, prier, je trouve que c'est hyper important. Maintenant, si vous le faites, c'est toujours bien de le faire quoi qu'il arrive. Moi je prie et je médite finalement assez rarement. Donc, j'en fais un peu la pub, et pourtant je le fais assez rarement. Pourquoi ? Parce que premièrement, je pense que... Bon, je suis croyant, je suis très 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 croyant. Mais t'es croyant de quoi ? Alors moi, je suis croyant de manière universelle. C'est-à-dire que voilà, j'ai étudié tous les bouquins. J'ai étudié la Torah, le Coran, la Bible. Je suis même allé creuser jusqu'au monde arabe, il y a très 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 longtemps, avec les Sumériens, les tablettes qui ont servi à créer justement tout ça. Enfin, je suis allé loin, quoi. Et donc, en fait, je me donne pas de barrière à ce niveau-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, personnellement, moi, je le vois de manière universelle. Je me vois comme un universaliste, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que j'accepte tout ce qui existe dans mon cœur. Que ce soit le pire comme le meilleur. Maintenant, le pire, ça ne veut pas dire que j'accepte forcément ce qui se passe, le pire devant moi ou dans la vie. Ça veut juste dire que j'accepte l'existence de toutes ces choses-là, parce qu'on a besoin autant de lumière que d'ombre, enfin, beaucoup plus d'ombre que de lumière d'ailleurs dans l'univers. Quand on regarde le ciel, il y a beaucoup plus d'ombre que de lumière quand on regarde le ciel la nuit. C'est logique. Donc il y a beaucoup plus de quantité de négatifs que de qualité de positifs, les étoiles. Et donc tout ça a du sens pour moi. Et donc, moi, pour répondre à la question de départ, pourquoi je prie peu ? C'est parce que j'ai pas envie d'être relou avec Dieu. À mon avis, Dieu, il doit avoir beaucoup de prières sur le dos H24, et j'ai pas envie d'en rajouter une couche. Je me dis, bon, il a du boulot le mec, je vais le laisser tranquille, tu vois. C'est pour ça que moi, je lui demande un minimum de choses, parce qu'il a été plutôt sympatoche avec moi. Enfin, peut-être pas au tout début, mais finalement, par la suite, il a été sympa avec moi, il a été généreux. Et ouais, voilà. Voilà. Ok. Je pense que la spiritualité, c'est un truc. Moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que tous les grands hommes qui ont réussi, c'était des gens fortement spirituels. Après, ça dépend de chaque orientation, de chacun et tout. Mais une chose est sûre, c'est que c'est des gens profondément spirituels, quoi. C'est quelque chose qui est pris vraiment au sérieux pour pouvoir aligner, réussir ses objectifs, atteindre ses missions de vie et tout ça. Et voilà, quoi. Voilà. Je suis assez d'accord. Au niveau spirituel, ouais, c'est assez important. On peut passer à un autre thème si tu veux. Ouais, on peut passer à un autre thème. Mais juste avant de terminer, est-ce qu'un business développeur peut faire du recrutement ? Bien sûr. Alors, un business recruteur, c'est quelqu'un qui développe un business. C'est-à-dire que si le business de votre entreprise... Un business développeur, tu veux dire ? Ouais. Si le business de votre entreprise, actuellement, maintenant, tout de suite, c'est de recruter, rien de plus facile pour un business développeur que de recruter. Il a le langage facile avec les autres êtres humains. Normalement, il est bien calibré socialement. Je l'espère pour lui, en tout cas. Mais normalement, c'est le cas. Si c'est pas le cas, sortez... Allez voir des gens, parlez quand vous pouvez parler, écoutez quand vous pouvez écouter. À savoir qu'un business développeur fait beaucoup ce qu'on appelle de l'écoute active. Ok ? Écoute active, c'est une chose que moi sur laquelle j'ai dû pas mal travailler parce que je parlais énormément et j'écoutais moins. Maintenant, je parle toujours énormément mais j'écoute plus. et en fait, l'écoute active, ça veut dire que on écoute ce que la personne a à dire en face de nous. On cible véritablement c'est quoi ses difficultés, c'est quoi ses expériences, la géolocalisation, sa temporisation, à quelle vitesse la personne elle va, si elle va très vite ou si elle va très lentement. Vous voyez, chaque personne a ses petites différences, et puis en plus il y a tellement de culture dans le monde, ça peut aller loin. Et on cible ces choses-là, on les retient. L'objectif c'est de parler le langage de la personne. C'est-à-dire que quand par exemple, une personne en face de vous qui va parler de cette manière-là, bonjour, j'ai un petit souci. Est-ce que je suis au bon endroit ? Vous voyez, la personne, elle est hyper timide. Vous voyez, elle vous regarde même pas dans les yeux. Elle regarde par terre. Quand elle parle, on n'entend quasiment pas. Cette personne-là, il va falloir évidemment prendre des gants quand vous allez lui parler. C'est pas le moment de sortir le marteau et de bombarder socialement. Logique. Une personne qui est très 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 speed, un peu comme moi, mais encore plus agressif. Vous voyez, une personne qui est vraiment bla 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 bla. Il va falloir se mettre à son niveau, même s'il faut calmer le jeu parce que sinon c'est trop explosif. Il va falloir quand même un peu accéléré pour être un peu plus à son niveau. Donc déjà premièrement, il faut s'adapter au langage de la personne qui est en face de vous, un peu comme un miroir, d'accord, premièrement. Deuxièmement,
Votre job à vous, c'est de faire en sorte de, bon, en tout cas de ce que j'ai compris jusque-là, et mes profs ont l'air très contents, et mes boss aussi, les 4 entreprises pour lesquelles j'ai taffé, 5 maintenant. En fait, il faut savoir, une fois qu'on a compris le langage que parle la personne, il y a plusieurs choses à faire, notamment le ciblage. Il faut savoir parler, faut aller chercher les bonnes cibles. D'accord ? Si par exemple vous êtes dans l'IT, vous êtes dans la tech, vous êtes dans Big Tech, et vous vendez un SaaS pour Doctolib, vous n'allez pas parler à une société, à des restaurants, quoi. Ça n'a pas de sens. Non, vous allez parler directement à des cabinets, des thérapeutes, des professionnels plutôt, qui sont plutôt à moitié à leur compte, ou des professionnels de la santé. C'est logique. Et en fait, j'ai donné un exemple assez gros et assez stupide pour vraiment faire comprendre qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Et donc un business développeur peut recruter. Évidemment qu'il peut recruter. Un business développeur peut faire normalement tout ce qu'il y a à faire pour amplifier le business, de préférence au niveau humain. Okay. D'accord ? C'est pour ça d'ailleurs, autre chose, extrêmement important. Tu n'as pas posé la question, mais je pense que pour continuer là-dessus, c'est ton sujet. Business développeur, c'est un métier qui n'est pas prêt de se faire remplacer par les IA. Ah ouais. Ça, il faut le dire. Pourquoi tu affirmes ça ? Parce que moi, je vois pas mal de CRM, tu as des trucs comme Apollo, tu as pas mal d'outils qui peuvent déjà scraper, avoir des contacts et tout. Après, derrière, ça peut s'automatiser. Tu crées des offres avec l'intelligence artificielle. C'est pas très compliqué si l'IA a compris le business. Vous pouvez faire en sorte que l'IA fasse du volume, qu'elle fasse même de la personnalisation. Bravo. Par contre, après, pour contacter la personne, il va falloir parler à la personne, il va falloir lui montrer votre visage. Il n'y a pas d'IA qui font ça encore. Ça veut dire que tout l'aspect présentation du produit, ou de la solution, ou bien recrutement, ou bien, et ensuite négociation, d'accord, hyper important, et ensuite contrat, vous allez grandement avoir besoin d'un business dev. Le business développeur n'est pas prêt de se faire remplacer par une IA. Il est prêt au niveau, évidemment, au niveau des mails, au niveau des campagnes de mailing, au niveau des personnalisations de mailing et même du volume, une IA va pouvoir le faire. D'ailleurs, un business développeur peut le faire, ça, c'est l'une de ses forces. Maintenant, par contre, au niveau présentation, du produit, de la solution, ou du partenariat, ou bien du recrutement, ou va savoir, ça, il ne peut pas être remplacé, comme ça c'est clair. Les gens veulent avoir un humain en face d'eux, et un humain bien calibré socialement, un humain qui connaît son sujet, qui connaît qui sait ce qu'il a à vendre, son produit, son service ou autre, d'accord, premièrement. Deuxièmement, il y a l'aspect négociation, et à ce niveau-là, on ne peut pas non plus remplacer un business développeur, et troisièmement, il y a l'aspect contrat. Donc encore une fois, à ce niveau-là, si jamais c'est le business développeur qui s'en charge, et ça devrait être le cas normalement, on ne peut pas le remplacer. Et quatrièmement, au niveau du téléphone aussi, au niveau du call. Encore une fois, c'est une chose sur laquelle on ne peut pas remplacer un business développeur. Et à mon humble avis, dans 20 ans, c'est de la même chose. Ils ne seront pas remplacés là-dessus non plus. Donc, tu penses ? Ouais, non, c'est pas possible. T'as vu... Tu te vois, toi, signer un contrat avec un robot ? Pas forcément, mais je crois que ça se fait déjà. Il y a pas mal de contrats qu'on signe déjà avec des robots. Peut-être que ça se fait, mais à petite échelle, à grosse échelle, franchement... Je comprends, tu parles plus de la négociation avec le client, des choses comme ça. Vois. Mais franchement, je pense que... Ouais, à terme, l'IA pourrait bien le faire. En tout cas, quoi qu'il arrive... Déjà, pourquoi je dis ça ? Parce que je pense qu'actuellement, tu vois, j'ai pas les statistiques particulières, mais je pense qu'il y a quand même pratiquement près de 40% de votre métier, je veux dire 40% de closing qui est fait par les IA. Aujourd'hui, si je prends les exemples de campagnes d'emailing, des trucs comme ça, c'est quand même des trucs automatisés qui peuvent déjà qui peuvent déjà closer, tu vois. Où tu n'as pas forcément besoin de causer avec le client. Je suis assez d'accord. Automatique. Je suis assez d'accord, mais en tout cas, d'accord. Si ça se fait remplacer, ce sera loin d'être le premier métier qui se fait remplacer. Donc, évidemment, vous ne serez pas non plus au niveau du chirurgien du cerveau. Il faut savoir que même lui va se finir par se faire remplacer de toute façon. Ouais. Mais vous avez l'esprit tranquille. Il y a du temps. Il y a vraiment du temps. C'est vrai, je comprends. Voilà. Ouais. Après, est-ce que ça va se faire remplacer à terme ou pas ? Ça se discute sur quel point et oui et sur quel point non, plus ou moins, quoi. En fait, il faudrait plus voir ça comme... C'est un métier aussi où l'association avec l'IA fait beaucoup. Oh, alors là, énorme. Voilà. Énorme. C'est là qu'est toute la puissance du bizdev, en fait. C'est quand vous prenez un bizdev qui normalement est bon, ou une équipe de bizdev, et vous les alliez justement à ces outils
du 21e siècle. Avec l'IA, le numérique, cloud, tout ça, l'automatisation et tout ce qui va avec, là ça envoie du très 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 lourd, quoi. Parce que derrière vous avez l'aspect stratégique, vous avez le calibrage social, vous avez le langage qui est adapté, vous avez les personnes derrière qui peuvent prendre le relais, donc des véritables personnes et qui savent, en plus de ce qui se passe en temps réel par rapport à l'automatisation, et avec leurs outils de suivi, et là c'est très 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 fort. C'est là que ça peut envoyer du lourd. Exactement. Ok, du coup, on va aller sur quel sujet? Alors quel sujet on peut aller Toi, tu as fait beaucoup de choses quand même. Je pense que on pourrait parler de tes voyages. Pourquoi pas? Pourquoi pas, tes voyages. T'as pas mal voyagé, t'as été en Asie, t'as fait plein de trucs. D'ailleurs, on peut parler un peu de ta carrière. Je pense que dans l'introduction, t'as pas trop insisté dessus. Sur ta carrière dans l'art martial, qu'est-ce qui t'a amené en Asie et tout ça. Voilà. Ok, alors... un petit peu aussi le mode de vie asiatique et tout. Ok, pourquoi pas. Alors à savoir que moi je suis pas le genre de personne qui normalement voyage, j'ai pas ce profil là, ce qui est plutôt sympa pour les personnes qui n'ont pas ce profil là non plus. Je suis l'exemple vivant que c'est faisable. Moi je suis plus un autodidacte et donc pour information j'ai pas le bac, j'ai pas le brevet des collèges, j'ai 2 bacs plus 2 et je vais peut-être avoir un autre bac plus 3. Donc c'est pour vous dire à quel point ça veut rien dire de nos jours. Maintenant, moi je respecte plus la compétence derrière que le diplôme, mais ça c'est une autre discussion. Pour retourner au voyage, en fait c'est simple. J'ai préparé mon voyage pour aller en Asie pendant quelques mois. J'ai passé un diplôme qui était tout spécialement fait pour, qui s'appelle TEFL, Teaching English as a Foreign Language. Ok. Que j'ai passé avec l'école la plus renommée en ligne, une école irlandaise qui s'appelle The TEFL Academy, aussi simple que ça. Et donc je suis parti avec, et dans un premier temps, moi mon objectif c'était de faire des combats d'arts martiaux et de voyager et de vivre bien, le lifestyle. J'étais moins tourné vers la finance mais plus vers le lifestyle à ce moment-là. Et j'étais donc enseignant d'anglais pour enfants de bonne famille, gosses de riches, hein, quand on emploie le langage normal, on va dire enfants de bonne famille. Et j'en ai très rapidement marre d'enseigner. Donc je suis arrivé à Taïwan, Taipei, et j'ai vécu là-bas pendant plus d'1 an et demi. Je m'entraînais aussi à la Muay Thai à cette période-là parce que en fait, j'avais mon voyage à la base, avant le Covid évidemment, l'excuse pour tout le monde. J'avais prévu d'aller en Thaïlande, j'avais mon billet d'avion, mais Covid est arrivé. 2 semaines plus tard, j'étais censé aller voyager, aller dans un club, y passer ma vie avec le lit à côté du ring, et faire que m'entraîner et faire des sparring H24 jusqu'à faire quelques combats. Et juste après, j'étais en relation avec un maître Shaolin, où j'avais prévu d'aller le voir. T'as des maîtres Shaolin à Taïwan? Non, c'était pas à Taïwan. Alors d'abord, j'étais censé aller faire les combats. En fait, je m'entraînais en Muay Thai à Taïwan. J'étais censé faire des combats de Muay Thai et de l'entraînement de Muay Thai en Thaïlande, et ensuite partir en Chine dans un temple Shaolin. Bon, m'entraîner avec des moines Shaolin, notamment le maître avec qui j'étais en lien. Covid a un peu foutu le bazar à tout ça. Du coup, je suis resté à Taïwan. Du coup, pendant que la plupart de la planète était confinée, moi, j'étais pas confiné. Donc, je m'entraînais la nuit, je sortais, j'avais une super vie, j'étais en super forme physique. Puis j'en ai eu marre aussi d'enseigner. Du coup, j'étais à la moitié de mon diplôme parce que moi, j'aime bien faire comme ça. La légitimité, c'est important pour se vendre. Un truc à garder. Donc j'étais en train de passer un diplôme de coach sportif, de personal coach, comme ils disent en américain, en anglais. Et donc je suis arrivé à la moitié de l'école la plus renommée. Hein, vous voyez, ma technique elle est simple. Hein. Tu prends l'école la plus renommée, tu passes le diplôme, tu as les compétences, boum, tu as la légitimité, et bam, du coup après il suffit d'avoir des opportunités pour avoir des résultats. Tu suis cette logique-là, c'est simplement des mathématiques. Ça fait penser au MBA. Tu vois tous les mecs qui payent 50 000 € juste pour faire partie d'une école pour avoir la renommée. Oh là 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 là. Honnêtement, si vous n'avez pas des contacts de fou, je vois pas l'intérêt. Hein. Puis payer des sommes comme ça, bon bref, c'est une autre question. Et donc j'étais personal coach. Finalement, j'avais trop de clientes pour être exact. Trop de clientes pour être exact. Ça se passait très bien, c'était fun. Mais pourquoi tu insistes sur le client? Ok, j'insiste parce que la plupart de mes clients étaient des clientes, des filles et des carriéristes. En général, des carriéristes qui ont entre 20 et quelques et 40 piges, 40 ans.
Et donc moins de 40 ans, et elle voulait garder cette dynamique et se rapprocher du coach sportif, j'imagine. Le coach, le fameux coach. Le fameux coach. Et je vous garde. Et d'ailleurs, par rapport à mes études sur les filles, parce que j'ai beaucoup étudié les femmes, énormément. Ah ouais. Énormément. D'ailleurs, je remercie tous les sages qui ont partagé des informations, notamment dans les livres et sur Internet, parce que c'est d'eux que j'ai ces informations-là, en partie. Évidemment, il y a aussi l'expérience. Ça a été pratique parce que du coup, j'avais pas trop de problèmes au niveau filles. Simplement parce que le lifestyle d'un personnel coach, d'un coach sportif, cumulé à une excellente santé, cumulé à un bon calibrage social, cumulé à je connais très bien les femmes, plus je suis grand par rapport aux hommes là-bas et je suis l'étranger magnifique, égale nana quoi, égale nana. Donc voilà, c'est simple. Hein. C'est quoi cette formule? C'est une formule qui fonctionne. En gros, faut stacker, faut cumuler un maximum d'avantages et ça finit par tomber. Et donc voilà, et donc personnel coach, ouais, et c'est ce que j'ai effectué pendant pas mal de mois. Et voilà, au bout d'un moment, je suis revenu. Je m'inquiétais pour la famille, fin de Covid, donc j'étais de retour. Tu vois, quand on parle de... Je te coupe pas, hein, tu vois, quand on parle de Thaïlande, de Taïwan et tout ouais. ça. Tu vois, l'image qui apparaît, c'est des meufs et tout. Alors, en fait... Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est... J'imagine que vous imaginez tout de suite la petite meuf kawaii. Bon, ouais. C'est vrai que... En fait... Les femmes et les hommes ont des similarités où qu'ils soient dans le monde, ok. Donc, et les femmes ont plus de similarités entre elles que les hommes sont très différents les uns des autres, là où les femmes vont avoir quelques similarités, en plus la mode, vous voyez, il y a plein de choses sur lesquelles elles vont suivre un cycle, et j'utilise ce terme avec précision, un cycle, hein, pour ceux qui comprennent. Ouais. Leurs cycles vont s'aligner, hein, pour ceux qui savent de quoi je parle, et donc c'est vrai aussi pour tout ce qui est culturel, pour tout ce qui est linguistique et autres, et donc une fois qu'on a compris les généralités sur les filles, automatiquement on a beaucoup plus de facilité, là où pour les hommes ça marche différemment. Pour les hommes, c'est plus une histoire de respect, finalement. Parce qu'on n'aime pas un homme comme on aime une fille. C'est pas pareil. Quand je parle d'amour, je parle pas de relation et de lit, et d'aller dans le lit. Je parle de manière générale. Ouais. Les hommes veulent du respect, là où les femmes veulent qu'on leur donne tout. Veulent qu'on leur donne tout et avoir une vie plus confortable. Donc voilà, et pour finir là-dessus... T'as une phrase que tu dis souvent, ouais. C'est quoi, les hommes cherchent la quantité, les femmes... Alors d'accord, là on parle carrément d'un autre sujet, on rentre dans des sujets, ce que j'appelle le dark knowledge, les connaissances sombres. J'essaie de pas trop en parler en public, parce que ça va vous attirer des foudres, n'en parlez pas, ok. En public, parlez-en que avec des gens qui sont ouverts d'esprit, j'espère que vous l'êtes. Du coup, connaissances sombres. Les hommes sont... polygame par nature. J'entends par nature, c'est-à-dire l'instinct. Donc je parle pas du cœur, je parle pas du concept, ok, uniquement l'instinct. Les hommes sont polygames, c'est-à-dire qu'ils veulent un maximum de femmes, d'accord. Là où les femmes sont hypergames, c'est-à-dire qu'elles veulent le meilleur homme à tous les moments. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le meilleur homme maintenant, dans 10 secondes, ça se trouve c'est pas le meilleur homme, mais ça se trouve 10 secondes encore, c'est à nouveau le meilleur homme. Ça peut changer, hein. Sans vous parler en plus de sa perspective et du fait que peut-être qu'elle a les bonnes informations, peut-être pas. Donc ça c'est encore d'autres histoires. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ouais, j'ai passé de bons moments à Taïwan. Voilà ce que ça veut dire. T'as passé de bons moments à étudier. Ah oui. Étudier sur, moi je pense que on devrait parler de ça, tu vois, c'est des sujets qu'on n'en parle pas. Dans le domaine de l'IT, t'as pas mal de gars qui sont un peu coincés, tu vois, qui n'ont pas le... Comment dire? C'est quoi déjà? Qui n'ont pas cet état d'esprit. Le mindset. Ouais, qui n'ont pas le mindset. Ouais. Ils n'ont pas le mindset. Moi, je pense qu'on devrait parler de ça. Je suis assez d'accord. C'est un sujet assez intéressant, ouais. C'est ça, on ne peut pas en parler avec tout le monde. C'est ça le problème. C'est que la majorité des gens vont réagir d'une manière où ils vont être dans la peur, ils vont être dans la jalousie, ils vont se sentir en insécurité. Ça va être trop compliqué. Enfin, il y a trop de trucs à la con. Et donc, c'est pas facile de parler de ça avec tout le monde. C'est des sujets en public, on n'assume pas, tu vois. Mais personnellement, chacun. Les gens aiment bien écouter, tu vois. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ce dont je rêve. Je rêve d'un monde plus sincère. C'est un monde plus sincère et surtout d'un monde plus sain, plus vain. Moi, tout ce que je souhaite, c'est que les gens soient plus heureux. C'est pas compliqué, hein. Maintenant, les gens veulent pas toujours, pour être exact. Les gens veulent pas toujours. Certains s'accrochent à leur petite peur ou à leurs défauts, plutôt que de simplement le laisser tomber, la peur, et laisser tomber le défaut, et simplement voir ce qu'il y a en face, et saisir l'opportunité, s'éclater, quoi. Et
Et ouais, à ce niveau-là, moi, quand j'étais à Taïwan, ça a été l'un des moments les plus enrichissants pour moi personnellement, où j'ai pu vraiment m'élever à beaucoup de manières différentes. C'est d'ailleurs là que j'ai écrit mon premier livre, que d'ailleurs je ne publierai jamais pour info. Donc les infos que je vous donne ici sont à garder. Parce que ce sont des livres que je ne publierai jamais. J'en ai écrit 3 et demi maintenant. Donc d'ailleurs que je ne publierai jamais. Donc c'est des petites pépites que je balance comme ça. Tu peux quand même nous donner tu vois, des petites pépites. Des pépites, voilà. Des pépites peut-être quelques-unes. Ouais. Peut-être à toi, peut-être un peu plus. Ouais. Mais bon d'accord, on va voir. Ça va dépendre de comment ça se passe dans les commentaires et comment les gens réagissent. S'ils réagissent bien, s'ils voient qu'il y a vraiment une valeur ajoutée, s'ils sont ouverts d'esprit, s'ils en veulent plus, ils demandent. Moi, quand on me demande, je dis pas non. Donc il n'y a pas de problème. Vraiment, je suis très généreux. Par contre, si je vois que derrière, il y a des gens qui sont en mode ah oui, non, mais toi, tu. Et derrière, je vois finalement très peu de gens qui j'irai leur envoyer des messages en privé. Pourquoi faire ? Pourquoi attiser encore des. La plupart des gens, c'est triste à dire, mais. L'intelligence, c'est pas pour tout le monde. Les vertus non plus, c'est pas pour tout le monde. Il y a plus d'ombre. Quand je termine par où j'ai commencé au début. Ouais. Il y a plus d'ombre dans le ciel qu'il y a de lumière. Ouais. Quand vous regardez la nuit, il y a plus d'ombre que d'étoiles. Et pour les humains, c'est la même chose. Donc il y a plus de quantité que de qualité. Donc pour toi, tout n'est pas à dire, quoi. Tout n'est pas à dire, à partager avec tout le monde, quoi. Pour toi, c'est quoi le profil qu'il faut avoir un homme aujourd'hui en 2023 ? Tu vois, aujourd'hui, en fait, tu as énormément. Tu constates, tu as énormément d'hommes. Je dirais des pseudo-hommes, en fait, qui n'ont pas vraiment ces critères-là. Donc, tu vois, par exemple, moi, je vais te prendre un exemple très simple, tu vois, le côté masculin, viril, homme, qui assume, tu vois, c'est très populaire en Afrique. Oui. Tu vois, mais c'est un constat, hein, c'est clair, mais en Occident, c'est pas forcément le cas, tu vois. Pour répondre à ça, il faudrait que je parle encore de connaissances sombres. Je vais essayer d'en parler de manière comment on peut dire digestif, digérable, acceptable. On va dire acceptable par manque de mots. Ouais. On va dire de manière plus ou moins acceptable pour pas que ça soit trop choquant et pour que tout le monde puisse profiter de ces choses que j'ai à dire, j'espère. Les pays qui sont traditionnalistes et qui veulent rester forts. Vont délimiter donc les sexes de manière claire. D'accord ? Une table, c'est une table, une chaise, c'est une chaise. Vous voyez ? Simple et clair. Un couteau, c'est un couteau, un marteau, c'est un marteau. Un marteau, c'est fait pour marteler, un couteau pour couper. On est dans la simplicité, ok ? Les pays qui sont dans la décadence, qui sont dans la folie, dans l'illusion... Un marteau, ça peut servir à une chaise un peu... Pour éviter de parler de tout ça de manière... En fait, j'ai des amis, moi personnellement, j'en ai, avec qui je m'entends archi bien, qui sont... hétéros, qui sont gays, qui sont hommes, qui sont femmes, qui sont je sais pas quoi, j'en ai rien à... Franchement, je m'en moque complètement. Vous pouvez avoir le drapeau que vous voulez, moi je m'en moque complètement. C'est juste que, en fait, il faut avoir un minimum d'universalité. Il faut comprendre que le monde est un tout, et que tous les gens qui y sont font partie du tout, c'est logique. Ouais. Donc, la problématique c'est quoi ? Certaines personnes se disent que, en éjectant en fait, on peut réfléchir, pour répondre à ta question de manière claire, il faut que je donne 2 exemples, ok ? Ouais. Si tu mets que de l'eau dans un verre, t'as de l'eau. Ça pose aucun problème, pas vrai ? Tu peux par exemple mettre un peu de sirop ou un peu de une petite boisson, disons un peu de sirop sucré. Si tu mets un petit peu de sirop sucré, ça va être nickel, d'accord ? Il n'y a pas de problème. Par contre, si tu mets des tonnes de sirop à l'intérieur de ton verre, ça va devenir dégueulasse. Et en fait, donc, l'univers est créé de sorte à ce qu'il y ait des types de personnes, ok ? Qui est un nombre de personnes par population. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'il va y avoir un nombre de gays, un nombre de femmes, un nombre d'hommes, un nombre de personnes fortes, un nombre de personnes faibles, un nombre de personnes qui parlent beaucoup, un nombre de personnes qui parlent pas beaucoup, et ainsi de suite. D'accord ? En fonction de l'endroit où on est et en fonction de la situation sociale, les choses vont être légèrement différentes et vont s'équilibrer. L'équilibre, c'est la force, ok ? C'est la base de la force, c'est vraiment l'équilibre. Hein. Si on doit définir la force d'une manière, c'est l'équilibre, simple. Mais l'équilibre, ça veut dire quoi ? L'équilibre, ça veut dire que dans une position où je suis particulièrement sur le côté, par exemple comme ceci, là je suis en équilibre, pas tomber. Par contre, mon poids est beaucoup plus sur mon pied droit. Vous voyez ? Si je me rends assis, du coup là mon poids est équilibré, ok, entre mes 2 jambes, d'accord ? Mais je suis quand même en équilibre. Ça veut dire que l'équilibre, ça veut pas dire l'égalité. L'égalité, c'est hyper rare. Il faut bien comprendre quelque chose. Hein.
Non, c'est bien de le mentionner. Moi, je suis d'accord avec toi sur, sur cet aspect. Même la table, elle n'est pas égale. La table, elle a l'air d'être hyper droite, et je peux vous assurer que vous pouvez la faire aussi droite que vous voulez, hein. Même un ingénieur en physique, en ce que vous voulez. Hein. Elle sera légèrement bancale d'une manière ou d'une autre. Pourquoi ? Parce qu'elle doit s'équilibrer par rapport à la gravité et par rapport à ce qu'on doit mettre dessus. Vous voyez ? Et donc, c'est au niveau sociétal, parce que c'est de ça qu'on parle. Au niveau sociétal, c'est la même chose. Donc c'est pour ça, maintenant, pour répondre à ta question sur la vérité, sur l'homme et sur la tradition et sur les pays et tout ça, pour être clair, évidemment, ça ne va pas être mis en avant ici. Pourquoi ? Parce qu'il y a une volonté, malheureusement c'est triste à dire, mais c'est vrai, on va dire du marché, on va le dire comme ça, du marché et des élites au niveau du marché, de détruire l'identité. Pourquoi ? Pour fabriquer de parfaits, connaissance sombre, hein, pour fabriquer de parfaits, d'un côté consommateurs et d'un côté esclaves. Donc ils veulent des esclaves consommateurs. Des esclaves consommateurs, ça vient pas de moi en plus cette intelligence-là. Non, franchement c'est des sujets qui font. Là on parle vraiment, là on est en train de parler des réalités. Des réalités, ouais, c'est ça. Voilà, tu vois, mais c'est pas facile, ça fait mal, ça fait très très mal comme sujet. Donc on pourra retourner dedans plus en profondeur si tu veux, mais oui, c'est vrai qu'il y a un manque de vérité et que je trouve ça dommage. Vérité, ça veut pas dire le bourrin de service, quoi. Ça veut dire juste un homme équilibré, quoi. Équilibré, ouais. Je pense que a priori c'est pas forcément. Je pense que le mot, ça sera pas juste le manque. Ce sera dire que voilà, c'est en train de, disons, disparaître. Parce que si tu veux parler des personnalités, d'avoir par exemple, je sais pas, être un homme, quand tu parlais de quantité, l'homme c'est la quantité et tout, forcément ça demande un certain nombre de critères. Ah ouais. Un certain nombre de critères qui sont, pour moi, qui sont des critères de l'homme. Ouais, et la nature est bien faite d'ailleurs. La nature mais fait en sorte qu'il y ait la moitié de la population, environ à peu près, ce soit des hommes, à peu près, hein. Pourquoi ? Parce que l'objectif, c'est de faire en sorte de nous améliorer au maximum par rapport aux hommes qu'il y a dans le monde et d'apporter une véritable valeur ajoutée. Et c'est à ce moment-là, normalement, sauf si vous êtes un incroyable bullshitter et un incroyable menteur, que normalement, les femmes, à ce moment-là, vont vous détecter et vont se dire « Ah, voilà un homme qui apporte de la valeur, voilà un homme avec qui j'aimerais être, voilà un homme... avec qui je me sentirais femme. » Parce que vraiment, il est impressionnant, il me fait rêver, quoi, tu vois. Et donc la nature est plutôt bien faite en vérité, et je trouve que faut plutôt le voir comme des opportunités de briller. Vous voyez ? Et la bonne psychologie par rapport à ça, c'est je vois que tel homme a des compétences extraordinaires que je n'ai absolument pas, tu vois, ce qui est d'ailleurs le cas, hein, comme ça c'est clair. Plutôt que de se dire oh je suis jaloux, oh gna gna, oh c'est parce qu'il est riche, oh c'est parce qu'il a un avantage, oh c'est parce qu'il est grand, oh c'est parce qu'il est noir, oh c'est parce qu'il est blanc, ou je sais pas quelle excuse à la con. Non, il faut simplement se dire cet homme là, maintenant ça sera mon exemple, jusqu'à ce que je trouve un meilleur exemple. Et maintenant oui c'est vrai, c'est triste, mais maintenant il y a de moins en moins d'exemples au niveau du masculin. Avant, il y avait Bruce Lee, il y avait des Arnold Schwarzenegger, il y avait des Bruce Lee, il y avait des Tesla, il y avait vraiment des têtes, des cerveaux, des muscles, tout ce que tu veux, des hommes incroyables, quoi, des parleurs, il y avait des Malcolm X, des Tupac, tout ce que tu veux. Il y en avait vraiment énormément. Maintenant, il y en a... J'ai l'impression que c'est moins mis en valeur. Peut-être qu'il y en a autant, peut-être qu'il y en a moins. Je pense qu'il y en a moins. Après, de toute façon, on pourra regarder les chiffres parce que moi, j'ai pas les chiffres. Mais une chose dont j'essaie, en fait, c'est que ça se voit au quotidien. Je pense que oui, je suis d'accord. Au quotidien, que ce soit par la télé, par les médias et tout, tu vois. Exact. On veut féminiser l'homme et masculiniser, j'espère que ça se dit, masculiniser les femmes. Et comme je vous l'ai dit, esclave consommateur, hein, tombez pas dans le panneau. Après, si ça fonctionne vraiment, ça veut dire que est-ce que ta théorie n'est pas forcément vraie, celle de dire l'homme est plus quantité et tout. Alors l'homme doit devenir lui-même. En fait, les deux sont dans la qualité. C'est pas plutôt ça. C'est l'homme doit aller chercher la quantité au niveau des femmes instinctivement. Maintenant, c'est de l'instinct. Ça veut pas dire que vous êtes censé le faire. Si vous êtes avec une fille qui est très bien pour vous, restez avec elle. Ça sert à rien de détruire une équipe qui gagne. Mais instinctivement, normalement, un lion, quand il est l'alpha d'un groupe, il se tape toutes les nanas, qu'on soit bien d'accord. Et naturellement, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que nos ancêtres ont toujours fait. Donc tu vois, là, les polygames par nature vont venir me voir et vont me dire oui, je suis d'accord. Maintenant, au niveau conscience, faut quand même être d'accord sur le fait que même au niveau émotionnel, quand il y a un véritable lien avec une femme,
qu'on aime vraiment, il se peut qu'elle nous apporte tout ce dont on a besoin et que ça se passe parfaitement et qu'il n'y ait pas de problème. Vous pouvez avoir largement assez d'enfants avec elle, vous pouvez être très heureux, il n'y a pas de souci. Donc c'est en fait, l'humain il est vraiment, mon effet à 80%, 70-80% de flotte, on va dire 70%, donc l'humain est très adaptable. Alors les hommes sont hyper adaptables s'ils le veulent bien, s'ils n'ont pas la flemme ou s'ils ne sont pas butés, bien sûr, ça c'est un point intéressant. parce que c'est, donc à ce niveau-là, c'est personnalisable, il n'y a pas de souci. Ok. Alors, juste pour parler, on va pas être long. Je pense qu'on aura peut-être l'opportunité de faire d'autres podcasts comme celui-ci. J'ai beaucoup à dire. Ouais, si vous êtes prêts à écouter, là, j'ai été en surface là. Là, l'idée c'était de présenter déjà le profil, de présenter Nizar. Forcément, tu vas revenir sur la chaîne pour qu'on parle d'autres sujets beaucoup plus spécifiques. On peut terminer sur le profilage des clients lorsque tu es le profiling. Ouais, excuse-moi pour le thème, le profiling lorsqu'on est business developer, c'est quoi les types de clients que tu abordes au quotidien et tout? Ok, alors au niveau des types de clients que j'aborde au quotidien, on va le faire de deux manières, ok? Premièrement, dans tout groupe, il y a toujours les mêmes profils qui ressortent, c'est-à-dire que peu importe que vous ayez en face de vous une brute, un rigolo, un meilleur ami ou un autre profil de ce genre-là, quelqu'un qui va vite ou pas, une fois que vous le mettez au sein d'un groupe, il va devenir autre chose, en fonction de ce groupe et en fonction de ce qui existe déjà dedans. Suivez-moi, vous allez comprendre pourquoi. Ok ? Vous prenez une personne, vous la mettez dans un groupe. Ok ? Dans le groupe, il y a déjà une brute, il y a déjà un leader, il y a déjà un meilleur ami, il y a déjà un rigolo de service, et il y a déjà une tête de turc. Il va peut-être devenir le mec invisible du groupe. Vous voyez ? Ou il va peut-être prendre la place d'une autre personne. Et en fait, il y a cette dynamique au niveau d'un groupe, et c'est à vous de définir qui est quoi au niveau d'un groupe, ou bien vous, si vous voulez devenir vous-même, si vous êtes assez calibré socialement, le détecter où est les espaces et qu'est-ce que vous voulez devenir pour vous-même devenir cette personne-là, pour du coup avoir un maximum d'impact par la suite. Donc premièrement, je voulais dire ça, parce que c'est quand même assez utile. Deuxièmement, parce que c'est des schémas qui se reproduisent tout le temps. Deuxièmement, maintenant, on va parler d'un bouquin, d'un livre que j'adore, que j'ai terminé il n'y a pas très longtemps, écrit par Oren Klaff. Oren Klaff, O-R-E-N, espace Klaff, K-L-A-2-F. Donc c'est un nordique, mais il était aux États-Unis. À savoir que ce mec-là, ce monsieur en question, c'est l'un des meilleurs vendeurs du monde, l'un des meilleurs commerciaux. Il a écrit un bouquin fantastique qui s'appelle L'art du pitch. Moi, je l'ai lu en anglais. En anglais, c'est pitch perfect. Oh mon Dieu, il faut que je m'en souvienne. Attends, je vais taper. L'art du pitch. Vas-y, on va voir si je me souviens avant. Oren Klaff. Je vais juste te balancer les 3 premières lettres. On va voir si tu. Pitch Anything. C'est bon, je l'ai. C'est Pitch Anything, c'est le titre anglais, parce que je pense à mes autres bouquins. Et du coup, ça c'est le titre anglais. Et ce bouquin, il est hyper important à lire pour, je pense, tout bizdev ou toute personne qui est en contact avec les humains et qui a besoin d'être performant. D'accord ? Pourquoi ? Parce que maintenant, pour répondre véritablement à ta question de départ, il y a ce qu'on appelle les frames. Frames, ça veut dire quoi ? Ça veut dire les cadres. En gros, votre cadre social. N'abusez pas de ces pouvoirs-là parce qu'on peut vite en abuser, en faire un style de vie et devenir assez dégueulasse. Mais dans le but du travail, si vous avez de bonnes intentions, c'est très efficace. Par exemple, on va prendre par exemple toi. Tu m'invites dans un bureau magnifique. D'accord ? On se connaît pas. On doit signer un contrat, on doit peut-être possiblement signer un contrat, possiblement négocier, lui c'est possiblement un client, il veut m'en mettre plein la vue, il veut utiliser ce qu'on appelle le power frame, power, la puissance. Donc il va avoir une salle gigantesque, une secrétaire qui va me faire galère pendant 30 minutes sur une salle d'attente avec des magazines qui sont déjà passés depuis des mois. Il va avoir une armée d'assistants autour de lui, donc je suis tout seul. Il va avoir un costard à $20,000, une coupe de cheveux à $5,000. Il va avoir une table Louis XIV, je sais même pas quoi, avec des dorures. Vous voyez un peu où je vais en venir, avec tout le tintouin, le plafond immense, tout le tintouin. Par contre, il va m'accueillir d'une manière assez terrible. Et moi, je vais avoir presque une chaise en plastique devant lui. Lui va avoir un siège immense et moi, je vais avoir une toute petite chaise dégueulasse. Ça, c'est Poutine, ça. Et en plus, il y a ses assistants autour de moi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, il utilise le power frame puissance 1000. Il n'a pas encore parlé. C'est-à-dire que là, il veut imposer sa puissance sur moi. D'accord ? Par exemple, le power frame, si quelqu'un vous l'inflige de cette manière-là ou d'une autre manière, sachez que c'est une course contre la montre.
D'accord? Ça veut dire que plus vous laissez passer le temps et plus il va établir son power frame. Donc il va falloir casser cette dynamique. Et vu que ce mec-là, ça se voit que c'est un lourdeau, il est lourd ce mec, hein, comme je suis en train de le décrire, hein, c'est un lourdeau, ben il va falloir briser, il va falloir taper dedans, mais d'une manière socialement acceptable. Ce qu'il a fait au Renclave, pour le citer par rapport, parce que c'est une véritable situation, celle que je suis en train de décrire. Hein. Très rapidement, au bout de 5-10 minutes, il a dit excusez-moi, je dois aller aux toilettes très rapidement, j'arrive tout de suite. Il est parti aux toilettes, il a pris un de ses couteaux en plastique qu'il avait de son déjeuner, il est revenu, ok, et les toilettes étaient assez loin, il est revenu, et là il s'est adressé comme ça du coup à monsieur, qu'on va appeler monsieur Charles parce que je me souviens un peu de son nom. Il a dit oui monsieur Charles, je peux prendre une pomme, il n'a pas attendu qu'on lui dise oui, hein, il l'a pris déjà, okay. Il a dit oui donc comme vous l'avez dit, et là il a pris la parole. Okay. Et là il est dans la dynamique et les gens se demandent qu'est-ce qu'il va faire avec cette pomme. Donc pendant qu'il parle, il coupe, il dit oui, donc comme vous l'avez dit, il continue à tchatcher, le business, il coupe la pomme en deux et la moitié de la pomme il la donne du coup à Charles et il lui dit voilà comment moi je fais du business, tu vois, 50-50, la pomme coupée en deux. Et ça c'est symbolique. Cette symbolique là il a utilisé ce qu'on appelle le high moral frame. Ok. Le moral authority frame pour être exact. Moral authority frame, c'est-à-dire comme un prêtre ou un médecin, autorité morale. T'as des moral authority frame qui casse complètement le power frame et ça l'a complètement déstabilisé. Là-dessus, il a profité de la déstabilisation pour balancer son speech. Il a fait rigoler les assistants étaient carrément avec lui à la fin, et au point où finalement il a dû même se battre pour partir parce qu'il avait d'autres rendez-vous et ils voulaient tous le garder. Vous voyez ? Et là donc c'est par exemple deux exemples de frames que j'ai mis en place. Ouais. Un autre exemple très rapide du moral authority frame, le flic. Le policier pour les policiers qui nous regardent. Tu peux définir c'est quoi le moral authority frame ? J'y arrive. Ouais. Je l'explique juste après. Okay. Quand un policier arrive, vous êtes en train de conduire. Ok, un policier vous dit de vous arrêter. Il arrive à côté de vous. Vous ouvrez automatiquement votre fenêtre, pas vrai ? Vous la descendez. Forcément. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'il vous dit ? Il vous dit papier du véhicule et assurance, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites ? Vous sortez immédiatement le papier du véhicule et l'assurance. Ouais. Il a utilisé le moral authority frame. Ça se trouve, le mec, il a un faux gyrophare, c'est un faux costume de flic. Vous voyez ? Ça se trouve, c'est complètement faux. Ouais. Mais il a utilisé cette posture-là, cette frame-là, ok ? Et immédiatement, qu'est-ce qui se passe ? On obéit direct. Les secondes qui passent sont 100% à son avantage. Vous voyez, c'est un exemple de frame. Vous voyez, il n'y a même pas besoin de l'expliquer tellement vous avez compris. Un médecin aussi, il va avoir le moral authority frame. Un médecin, il va voir le président, il lui dit 3 mots, le président, il se met presque, pas à 4 pattes, mais il écoute, il est obligé, quoi. Tu vois ? Autre chose, les barman. Les avocats aussi. Alors les avocats aussi, pareil. Ouais. Et donc en fait, il y a plein de frames. Il y a aussi le time frame. Par exemple, on a un rendez-vous. Moi, je le fais pas avec mes relations parce que je trouve ça c'est pas top. Mais si je devais le faire avec un étranger, je le ferais. Donc par exemple, tu me donnes rendez-vous quelque part. Ok. Je me tape un voyage, ok, pour arriver jusqu'à là où on doit aller, en avion et tout, costard, tout le tintouin. Hein. Donc j'arrive sur place avec mes documents pour faire une présentation, vraiment faire du business et tout. Et là, toi, t'es avec un assistant et tu me dis, ouais, je suis désolé, Nizar, mais finalement, j'ai un autre rendez-vous hyper important. Faudrait qu'on fasse le rendez-vous en 30 minutes au lieu de 1 heure. Ok ? Ça arrive très souvent. Ouais, ça arrive très souvent. Ouais. Ok, normalement, si vous connaissez la personne et si vous savez que c'est un truc important, vous laissez couler, c'est pas grave, vous remettez à plus tard. Par contre, si vous connaissez pas la personne, ok, et que vous faites ça dès la première fois où vous sentez que c'est un peu du foutage de gueule, à ce moment-là, vous laissez pas passer. Ce que fait Oren Tlav dans son livre, c'est ah non, et là il le stoppe, le mec s'arrête, il allait partir pour la salle de présentation, mais non, je lui dis tout de suite. On est censé avoir 1 heure de présentation. Écoute-moi, je leur dis, moi, pour te présenter mon projet véritablement efficacement, j'ai besoin d'1 heure. Je sais que c'est une attention dont j'ai besoin de toi. Je sais que peut-être que ça te dérange. Si toi, t'es pas disponible immédiatement, on remet le rendez-vous à une autre fois et il n'y a pas de problème, on se rendra disponible tous les deux pour se voir, mais pour tout de suite maintenant, il me faut véritablement 1 heure. Écoute, il n'y a pas de 30 minutes ou de 20 minutes qui non, je peux pas, c'est impossible. Il me faut véritablement 1 heure pour te présenter tout ce que j'ai à te présenter. Donc ouais, ça c'est je sais pas si je l'ai parfaitement fait, mais ça c'est un exemple, vous voyez. Okay. Autre chose, si jamais je suis en train de présenter quelque chose, je suis en plein milieu de la présentation, un autre exemple, et qu'à un moment donné, il y a une personne importante, un directeur de je sais pas quoi, vraiment quelqu'un qui a des ailes sur le dos, quoi. Et qui me dit il faut que je sois parti dans 20 minutes, vous le répondez immédiatement, parce que là c'est devant tout le monde, hein. Il faut que vous gardiez le contrôle, sinon vous avez l'air c'est une catastrophe. Donc vous lui répondez immédiatement, vous inquiétez pas, j'aurai fini dans 10. Ok. Auquel il vous répond parfaitement, parce que c'est parfait, parce que dans 10 minutes justement c'est là que je dois partir. Vous lui dites dans ce cas vous inquiétez pas, j'aurai fini dans 2.
Ok, plus jamais, plus il abuse sur son temps à lui, plus vous lui faites comprendre que votre temps à vous est plus important. C'est important de faire ça. Pourquoi? Parce que ce genre de personne-là va réfléchir de cette manière-là. Il va toujours se dire que son temps est plus important que le vôtre, son pouvoir est plus important que le vôtre, son argent est plus important que le vôtre, peu importe la quantité, et tout ce qu'il a à faire est plus important que ce que vous avez à faire. Donc on est obligé de contrer. Et en fait, il y a un jeu de pierre, papier, ciseaux avec les frames. Ok, mais c'est plus complexe que pierre, papier, ciseaux parce qu'il y en a plus. Ok, il y a aussi l'intrigue frame. Par exemple, pour moi, l'intrigue frame, c'est ma peau. Hein. Limite, c'est ma seconde peau pour moi. Tout ce que j'ai besoin de dire, c'est j'ai été habilité secret défense. Ouais, comme au début. Boum. Les gens se disent immédiatement, mon Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Où est-ce qu'il a été? Quelle dinguerie il a fait? Quel truc de ouf il a fait? Ouais, pourquoi il a fait ça? Est-ce qu'il peut nous dire certaines choses? Est-ce qu'il est toujours sous contrat? Mon Dieu, des trucs de ouf. Et d'ailleurs, j'ai des trucs de ouf à dire par rapport à ça et d'autres choses que je peux même pas dire. Mais donc ça, c'est l'intrigue frame. Bienvenue sur l'intrigue frame, ok? Ouais. Encore une fois. Et vous avez d'autres exemples de frame. Et il en donne pas mal d'exemples. Et moi, j'en ai compté peut-être environ 7 ou 8 dans son livre qu'il a vraiment bien expliqué. Et je trouve que c'est un livre très 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 important à lire parce que, à savoir que, et je termine là-dessus. D'accord. Ces données que je suis en train de partager, justement, ça lui a pris des dizaines d'années à compiler et à structurer. Avant ça, être commercial en face à face avec des clients et au niveau du pitch, donc c'est-à-dire au niveau de la présentation devant des gens, ça se faisait à l'instinct et avec vos documents. Vous voyez, il y a plein de choses qu'il met aussi en place. C'est par exemple, il met en relation le cerveau reptilien, d'accord, en relation avec le néocortex. Le néocortex automatiquement, il va être dans la réalité. Il va avoir des doutes. Hein. Il va être dans les chiffres. Ouais. Alors que le cerveau reptilien, lui, il va être dans l'émotion, il va être dans la passion. Par contre, il a la flemme. Un cerveau reptilien, c'est j'y vais ou j'y vais pas. Hein, tu vois, donc ça veut dire qu'en fonction de là où vous allez être, il y a différentes manières d'agir. Et ce bouquin va, si vous le lisez, prenez le temps de le lire une belle fois et repassez dessus une deuxième fois en express et vraiment projetez vos idées et essayez de définir quel frame est intéressant par rapport, quel frame vous maîtrisez déjà, quel frame vous devez travailler, sur quel frame est le plus problématique pour vous dans la vie de tous les jours, parce que je peux vous garantir que si vous êtes commercial, si vous êtes bizdev, ou bien même si vous êtes entrepreneur ou digital nomade, hein, vous allez tomber dessus, c'est obligatoire. Forcément. Et on termine sur ces mots. Yes. Voilà. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter peut-être. On a encore beaucoup de sujets à voir, voilà, beaucoup plus dark. Beaucoup plus dark. Ça se voit qu'il y a beaucoup de choses à dire. Oh là là. On ne pourra pas tout faire en une vidéo. En tout cas, c'était un plaisir de discuter avec toi. Voilà, Nizar. Au départ, ce n'était pas prévu de faire la vidéo. Mais voilà, comme d'habitude, nos discussions sont très intéressantes. Et on s'est dit, voilà, on va commencer à les enregistrer. C'est pas mal. Et je pense que, voilà, abonnez-vous. Likez la vidéo si vous avez aimé, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et si jamais vous avez envie d'un thème spécifique que vous voulez que j'aborde, vu que j'ai beaucoup étudié pas mal de sujets qu'on peut voir en amont, on peut en parler, n'hésitez pas à les mettre du coup en commentaire ou autre. Ouais. Et comme ça on débarque avec et on envoie du lourd. Voilà, nous sommes tout simplement là pour vous. Voilà, merci beaucoup. On se dit à la prochaine. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être notifié la prochaine fois que je vais poster un nouveau contenu. Ciao.